Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous inspirer, c'est pour vous motiver à écrire, à publier, à diffuser des idées, à partager les connaissances et les compétences que vous avez accumulées dans des contenus. Pour ce faire, je partage avec vous régulièrement mon expérience de créateur de contenu, mais nous nous inspirons également de grands auteurs, de grands orateurs. Nous faisons aussi des exercices de rhétorique. Mais j'aimerais bien aussi qu'on prenne le temps de se balader. Que l'on parcourt la France comme une terre parsemée d'illustres penseurs, de philosophes, de poètes, d'artistes, histoire bien sûr de leur rendre hommage, d'entretenir notre lien au passé, mais aussi pour nous pousser à nous dépasser. Nous foulons la même terre que nos prédécesseurs. Il est temps d'être à la hauteur. Cette fois, j'ai posé mes valises à Poitiers, ville charmante autant que je puisse en juger. Le nom de cette ville est associé dans nos mémoires à la victoire de Charles Martel sur les morts en 732. Plus récemment, c'est pour son parc d'attractions que Poitiers fait parler de lui. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est de son université. L'université de Poitiers est l'une des plus anciennes de France. Elle fut fondée en 1431 sous l'impulsion du roi Charles VII dans le contexte de la guerre de 100 ans. Paris était alors occupé par les Anglais et ce fut une manière de délocaliser une partie de l'université de Paris. Voici quelques grands noms qui ont fréquenté l'université de Poitiers. Joachim du Bellay, Pierre Ronsard, René Descartes et plus récemment Emmanuel Lévinas et Michel Foucault. Oui, et François Rabelais qui vécut à Poitiers, fille de Gargantua, un étudiant de l'université de Poitiers. Parmi tous ces grands noms, je vous propose qu'on s'arrête sur Joachim du Bellay. Pourquoi ? Parce qu'il nous offre un illustre exemple de ce qu'est un manifeste. Un genre de discours donc où l'on va partir de la description d'un problème et amorcer un mouvement autour de solutions pour le régler. Quel était le problème qui préoccupait du Bellay ? L'état de la langue française, une langue délaissée par les poètes, les penseurs, les scientifiques, au profit du latin. François Ier était conscient de ce problème et en 1539, il imposa le français comme langue officielle unique par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Mais entre ce texte juridique et la réalité, il y avait un fossé. L'immense majorité de la population parlait des dialectes tels le picard ou le normand, ou d'autres langues telles la langue d'oc. De leur côté, les élites boudaient le français au profit du grec ou du latin, rien ne laissait donc présager alors que le français s'imposerait. Et si le français est devenu la langue que nous parlons aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au combat de Joachim du Bellay et du manifeste qu'il diffusa en 1549, Défense et illustration de la langue française. De ce texte est née la Pléiade, un groupe de poètes militants qui renouvelèrent la production littéraire et contribuèrent à unifier la France autour d'une langue et d'une culture commune. Voici la structure du manifeste de Du Bellay en espérant que cela vous inspire. Premièrement, il commence par présenter le problème. La France n'a pas été capable de faire émerger d'intellectuels, de scientifiques ou de poètes à la hauteur d'un Homère, d'Aristote ou de Platon. Joachim du Bellay partage ce triste constat en filant une métaphore végétale. Notre langue n'a point encore fleuri. Tant s'en faut qu'elle ait apporté tout le fruit qu'elle pourrait bien produire. Cela certainement non pour le défaut de la nature d'elle, aussi apte à engendrer que les autres, mais pour la couple de ceux qui l'ont eu en garde et ne l'ont pas cultivée à suffisance, mais comme une plante sauvage, en celui même désert où elle avait commencé à naître, sans jamais l'arroser, ni la défendre des ronces et des épines qui lui faisaient de l'ombre. Ils l'ont laissée en vieillir et quasi mourir. Deuxième temps du manifeste, après avoir ainsi décrit le problème, Joachim du Bellay va assombrir l'horizon. Si nous ne prenons pas au sérieux l'enrichissement de notre langue, la France n'atteindra jamais le prestige d'Athènes ou de Rome. Pire encore, elle deviendra une culture de seconde zone et finira dans les oubliettes de l'histoire. Souvenons-nous, dit l'auteur, du destin comparé des Romains et des Gaulois. Les premiers ont marqué l'histoire, les seconds en ont pratiquement disparu. Les Romains, nous dit-il, ont eu si grande multitude d'écrivains que la plupart de leurs gestes s'est conservée entière jusqu'à notre temps. Au contraire, les faits des autres nations, singulièrement des Gaulois, avant qu'ils tombassent en la puissance des Français, et les faits des Français eux-mêmes, depuis qu'ils ont donné leur nom aux Gaulois, ont été si mal recueillis que nous en avons quasi perdu non seulement la gloire, mais la mémoire. Une fois que Du Bellay a ainsi posé le problème et assombri le tableau, il va dénoncer les coupables et leurs idées fausses. Certains veulent nous faire croire que la langue française est par nature impropre à la science, à la philosophie et à la poésie. Mais s'ils consacraient leur temps à produire des idées plutôt qu'à apprendre le grec et le latin, nous n'en serions pas là. Du Bellay interpelle donc les lettrés de son temps. Et voici ce qu'il nous dit. Je vous demande donc, vous autres qui ne vous employez qu'aux translations, si ces tant fameux auteurs se fussent amusés à traduire, eussent-ils élevé leur langue à l'excellence et hauteur où nous la voyons maintenant ?
Quatrième temps de son manifeste, Du Bellay va justifier sa solution. Il est grand temps d'investir notre langue, c'est ce qui permet aux grandes civilisations de rayonner, et c'est ce qui nous permettra de les égaler. Voilà ce qu'il nous dit. Je ne veux pas donner si haut lot à notre langue, parce qu'elle n'a point encore ses Cicéron et Virgile, mais j'ose bien assurer que si les savants hommes de notre nation la daignaient autant estimer que les Romains faisaient la leur, elle pourrait quelquefois, et bientôt, se mettre au rang des plus fameuses. Finalement, dans un dernier temps, Du Bellay va appeler à l'action. Publions dans notre langue, créons des formes littéraires originales, n'ayons pas peur d'inventer de nouveaux mots. Voilà ce qu'il nous dit. Ne crains donc, poète futur, d'innover quelques termes en un long poème, principalement, avec modestie toutefois, analogie et jugement de l'oreille, et ne te soucie qui le trouve bon ou mauvais, espérant que la postérité l'approuvera comme celle qui donne foi aux choses douteuses, lumière aux obscurs, nouveauté aux antiques, usage aux non accoutumés, et douceur aux âpres et rudes. Je précise, avant d'aller plus loin, que je ne vous ai lu que de tout petits extraits d'un texte qui est beaucoup plus important que ça, et que je vous conseille d'aller lire, vous trouverez ça très facilement. Il s'agissait donc de la défense et illustration de la langue française. De ce texte donc est née la Pléiade, un groupe de poètes qui se sont employés à réinvestir le français, à renouveler cette langue, à lui donner ses lettres de noblesse. Et Pierre de Ronsard fut probablement le plus illustre représentant de ce courant. Et je voudrais donc vous lire un de ces fameux sonnets, je pense que ça vous rafraîchira la mémoire. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidante et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur, à demi sommeillant, qui, au bruit de mon nom, ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Je ne suis pas certain que notre poète soit arrivé à ses fins avec cette stratégie, mais c'était bien tenté. Nous arrivons en tout cas à la fin de cette petite promenade littéraire, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous êtes maintenant motivé à écrire, à publier, à partager vos idées, et si vous voulez poursuivre l'aventure, je vous rappelle que vous avez deux ressources sous cette vidéo. D'abord, vous avez mon cercle des orateurs, et le cercle des orateurs, c'est tout simplement un article que j'envoie une fois par mois dans votre boîte mail, avec un petit cours de rhétorique pour les créateurs de contenu. La deuxième ressource, c'est ma conversation Telegram. Je viens d'activer les commentaires, et donc ce que ça veut dire que ça peut être une plateforme d'échange avec moi et entre vous, et donc on peut parler de rhétorique, on peut parler de création de contenu, et plus généralement d'entrepreneuriat. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.